Bienvenue dans cet épisode consacré à l'histoire politique française. Dans le précédent épisode, nous avions évoqué l'idée selon laquelle il était préférable de parler des droites au pluriel plutôt que de la droite, en nous basant sur un ouvrage, celui du politologue René Raymond publié en 1954, intitulé Les droites en France. Dans cet essai, René Raymond avait émis l'hypothèse que l'aile droite de l'échiquier politique français au XIXe siècle n'était pas uniforme, mais s'était divisée au contraire en trois courants distincts qu'il avait baptisés la droite légitimiste, la droite orléaniste et enfin la droite bonapartiste. Nous avions expliqué que la droite dite légitimiste constituait la première des droites, dans la mesure où elle était celle qui, dès le début, s'était opposée à la Révolution française et à toute la philosophie qui en découlait. L'opposition aux droits de l'homme, à la pensée des Lumières et à tout régime politique qui ne soit pas celui de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une monarchie absolue de droit divin, mais également la volonté de remettre le pouvoir de Dieu au centre de la société, tel était l'agenda politique de cette droite légitimiste. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la deuxième droite, j'ai nommé la droite orléaniste. Alors, pourquoi orléaniste ? Eh bien, parce que cette droite s'inspire d'un régime politique en France, s'étant étalé de 1830 à 1848, la monarchie de Juillet. Ou plutôt devrais-je dire que cette droite s'inspire d'un nom, celui de Louis-Philippe d'Orléans, devenu Louis-Philippe Ier, roi des Français sous ce régime. Pour recontextualiser, nous sommes en juillet 1830, donc durant la deuxième restauration, et une révolution éclate en opposition au régime ultra-royaliste du roi Charles X. Celui-ci finit par abdiquer, et c'est son cousin Louis-Philippe d'Orléans qui monte sur le trône. La droite orléaniste fait donc référence à cette dynastie parallèle à la branche des Bourbons. Car il faut le rappeler, mais Louis-Philippe, comme Charles X, descend de Louis XIII, qui est le père de Louis XIV. Louis-Philippe est donc le cousin de Charles X, qui lui-même était le frère de Louis XVIII, mort en 1824, et de Louis XVI, décapité en 1793. Cette filiation dynastique ne permet pas de tout expliquer. Comme l'explique René Raymond, au-delà de la simple référence dynastique, la droite orléaniste est avant tout, au sens large, une droite qui adhère au principe de la monarchie de Juillet, plus qu'à la personne de Louis-Philippe. Par exemple, quelqu'un peut très bien se revendiquer gaulliste en étant conscient qu'il n'est pas possible de réclamer le retour du général de Gaulle. C'est pourquoi, au sens large, un gaulliste est avant tout quelqu'un qui adhère aux grands préceptes qui ont façonné le gaullisme, à savoir la défense de la souveraineté, la verticalité du pouvoir, le sens de l'État, etc. Eh bien, pour la droite orléaniste, c'est la même chose. Adhérer à l'orléanisme, c'est en théorie politique d'abord adhérer à l'idéologie associée au règne de Louis-Philippe Ier. Et cette idéologie, c'est le libéralisme. Alors en histoire des idées, il n'y a certainement pas de terme plus difficile à définir que celui de libéral. Le libéralisme renvoie à un courant de pensée que l'on pourrait dater du XVIIe siècle, avec l'écrit du philosophe britannique John Locke, et qui s'est poursuivi au XVIIIe siècle avec ce que l'on a appelé les philosophes des Lumières. Mais évitons de complexifier les choses et tenons-nous-en à une définition plus simplifiée. Comme nous l'avons dit dans le précédent épisode, la philosophie des Lumières, c'est d'abord une philosophie de l'individu. Emmanuel Kant, dans son essai « Qu'est-ce que les Lumières ?», dira qu'elles sont la sortie de l'homme de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Une philosophie de l'individu, c'est donc une philosophie qui considère que non seulement chaque individu appartient à un tout universel, c'est-à-dire à l'humanité, mais c'est surtout une philosophie qui place cet individu au centre d'un projet politique, la liberté. Alors si le libéralisme reste difficile à définir, c'est parce que la liberté à laquelle il renvoie se décline dans plusieurs sphères de la société, et surtout que cette même liberté n'est pas non plus clairement définie. Parle-t-on de la liberté individuelle ? Dans ce cas-là, on pourrait dire que la liberté se confond avec l'extension des droits politiques, comme le droit de vote par exemple. Parle-t-on de liberté économique, comme la liberté de commerce ? En France, si je devais donner un exemple récent, dans le langage courant, quand une personne se revendique libérale, cela renvoie surtout à quelqu'un qui adhère à l'économie de marché, c'est-à-dire à la libre concurrence entre les acteurs économiques, sans intervention de l'État, et quelqu'un qui est profondément attaché au droit de propriété.
En bref, le libéral en France est plutôt associé à quelqu'un que l'on classera à droite. Or si l'on prend le cas américain, aux États-Unis par exemple, dire de quelqu'un qu'il est liberal, d'abord ce n'est pas nécessairement un compliment, mais surtout c'est associé au qualificatif progressiste, c'est-à-dire à quelqu'un qui défend l'extension des droits individuels, plutôt marqué à gauche. Le droit étendu à l'avortement, le droit des couples homosexuels de se marier, etc. En réalité, il faut comprendre que le libéralisme, c'est les deux. Au XVIIIe siècle, les philosophes français libéraux, à l'image de Nicolas de Condorcet ou encore Montesquieu, mais également des philosophes non français comme Adam Smith ou encore Bernard Mandeville, sont partisans à la fois du libre commerce, mais également des libertés politiques. Ces libertés politiques visent avant tout à limiter les excès du pouvoir royal en cherchant à garantir aux individus le respect des droits naturels, c'est-à-dire des droits considérés comme inhérents à la nature humaine. Ces droits ont notamment été gravés dans l'ADN d'un texte historique et assez connu dans l'enracinement du libéralisme en France, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Nous allons nous intéresser à deux articles. D'abord l'article 2 qui dispose que, je cite, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Le deuxième article intéressant est l'article 4 dans la mesure où il propose une définition de la liberté, qu'il définit comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice, je cite, des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. On a donc le fondement de l'idéologie libérale française, c'est-à-dire une idéologie qui se traduit tant par la considération de la liberté politique, le droit à la sécurité, la résistance à l'oppression de l'individu, mais également économique, le droit de propriété par exemple. Surtout, c'est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789 étant beaucoup plus libérale au sens où elle met moins l'accent sur l'égalité que ne le fera la déclaration de 1793. Celle de 1789, dont j'ai évoqué les deux articles, donne une définition avant tout négative de la liberté. C'est-à-dire que l'article 4 définit la liberté parce qu'elle n'est pas. Pour les libéraux, la liberté se définit par la possibilité de tout individu d'agir au sein de l'espace dans lequel il n'entrave pas l'action des autres individus. Et cet espace d'action est comblé par des droits, jugés inaliénables, et en conformité avec la philosophie des droits naturels, c'est-à-dire avec la philosophie qui considère que, du fait de son appartenance à l'espèce humaine, l'individu doit naturellement jouir de certains droits qui doivent être protégés par le pouvoir politique établi. Si cette date de 1789 est importante dans la définition de la droite orléaniste, puisqu'il s'agit bien du sujet de notre épisode, c'est-à-dire donner une définition concrète, c'est précisément parce qu'à l'inverse de la droite légitimiste, de la droite contre-révolutionnaire, c'est-à-dire celle qui s'est dressée contre les acquis de la Révolution, la droite orléaniste en a au contraire embrassé les idéaux. Ou du moins, elle en a embrassé les idéaux en partie. Rappelons que Louis-Philippe Ier est le fils de Louis-Philippe d'Orléans, surnommé Philippe Égalité, et notamment connu pour avoir voté pour la mort du roi Louis XVI, qui était son cousin avant de se faire lui-même guillotiner. La droite orléaniste est donc le symbole d'un courant de pensée politique qui a adhéré aux grands principes de 1789. Et si elle reste de droite, c'est parce qu'elle est demeurée très modérée dans cette adhésion et qu'elle n'a jamais souhaité aller aussi loin que les révolutionnaires de 1793. Pour être plus précis, la droite orléaniste trouve sa parenté au début de la Révolution dans un groupe que l'on appelle les monarchiens, qui deviendra en 1791 le club des feuillants, et réunissant les partisans d'une monarchie constitutionnelle inspirée du modèle anglais, c'est-à-dire d'un régime politique dans lequel le roi voit son pouvoir limité par une constitution et un système de séparation des pouvoirs entre le Parlement et le monarque. Ces idées sont évidemment très influencées par la pensée libérale britannique, beaucoup plus que par la pensée républicaine et jacobine, qui elle sera beaucoup plus raide dans l'établissement d'un régime où la souveraineté populaire doit primer sur les idées abstraites. Et d'ailleurs, cette droite orléaniste considère comme
les libéraux anglais que la monarchie absolue peut devenir une tyrannie dans la mesure où, sans contre-pouvoir, le roi peut abuser de ses pouvoirs. Néanmoins, si cette droite hérite du libéralisme, c'est d'abord parce que elle s'inscrit dans une sociologie, c'est-à-dire que les gens qui adhèrent à son idéologie sont avant tout issus de la bourgeoisie et rêvent de remplacer la noblesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Karl Marx, un grand inspirateur du socialisme, parlera de la Révolution française comme d'une révolution bourgeoise. Alors le terme de bourgeoisie est assez difficile à définir. La pensée socialiste, celle de Marx notamment, définira comme bourgeois l'ensemble des personnes qui possèdent leurs moyens de production, mais nous ne sommes pas encore à l'ère du socialisme, puisque lorsque le clivage gauche-droite apparaît, il n'y a pas de socialisme politique. C'est pourquoi je vais m'en tenir à une définition, celle de Savary des Brulons, dans son Dictionnaire universel du commerce publié en 1759. Celui-ci définit ainsi comme bourgeois ceux des citoyens, je cite, qui ne sont ni du nombre des ecclésiastiques, ni de celui des nobles, mais qui sont néanmoins, par leurs biens, par leurs richesses, par les emplois honorables dont ils sont revêtus et par leur commerce, fort au-dessus de ce que l'on appelle le peuple. Mais revenons-en aux événements politiques. Lors des élections législatives d'août 1815, visant donc à élire les députés, la nouvelle chambre comporte une majorité de monarchistes qui se scindent en deux camps, les ultra-royalistes, qui seront donc la future droite légitimiste, et ce que l'on appelle les doctrinaires, qui sont les ancêtres de la droite orléaniste. Parmi les partisans des doctrinaires, on pourrait compter Pierre-Paul Royer-Collard ou encore l'historien François Guizot, qui défendent une monarchie constitutionnelle basée sur le modèle anglais et souhaitent imposer au roi Louis XVIII une vision plus libérale du pouvoir, c'est-à-dire plus respectueuse des contre-pouvoirs. La séparation entre le législatif et l'exécutif, la défense de la liberté de la presse, de la liberté de culte ou encore la liberté d'expression font partie de ces contre-pouvoirs chers à l'idéologie libérale. Cette droite des doctrinaires est donc libérale, mais cela ne signifie pas qu'elle est plus démocratique. Ce qui veut dire qu'elle ne défend pas nécessairement la souveraineté du peuple. Car ce qui fonde la pensée des doctrinaires, c'est comme l'explique à juste titre l'historien Michel Winocq, l'idée, je cite, d'une société des intelligents. Le droit de vote ne devrait pas, selon les libéraux, être un fait universel et un droit appartenant à l'ensemble des citoyens, mais appartenir à ceux qui ont le temps et les moyens de se soucier de la politique. Et ces personnes, ce sont évidemment les propriétaires, c'est-à-dire la nouvelle classe sociale qui a triomphé de la Révolution. Car au nom de quoi un individu ne sachant pas gérer ses affaires privées et faire fortune, serait-il légitime à prendre part aux affaires de la cité ? Cette question résume parfaitement la pensée orléaniste. Et l'historien François Guizot, qui incarne cette droite et deviendra d'ailleurs ministre sous Louis-Philippe Ier, ne fait pas de la Révolution une causalité diabolique, contrairement aux ultra-royalistes. Il estime au contraire que celle-ci doit être assumée dans ses grands principes et croit, comme en témoigne un essai assez intéressant qu'il publie en 1866 intitulé Méditation sur l'état actuel de la religion chrétienne, que si la liberté et la religion marchent côte à côte, les ultra-royalistes ne comprennent rien à l'évolution du monde et sont en décalage complet avec la volonté de Dieu qui aspire avant tout à la liberté humaine. Au-delà de ce libéralisme et de cette volonté de réconcilier Dieu avec la liberté que l'on retrouve chez François Guizot, mais également chez d'autres philosophes libéraux et notamment quelqu'un comme Hegel qui développera une philosophie de l'histoire assez proche de celle de François Guizot, eh bien, il faut savoir que la droite orléaniste ne fait guère confiance aux passions populaires. C'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas instaurer un régime démocratique. Car rappelons-le, la démocratie, c'est le pouvoir de tous les citoyens. Et pour François Guizot, seuls les citoyens éclairés, donc ceux qui sont éduqués, et par extension ceux qui ont les moyens matériels de pouvoir se soucier de la politique, devraient pouvoir gérer les affaires de la cité. Parallèlement, la droite orléaniste n'est pas favorable à la théocratie, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas subordonner le pouvoir politique à la volonté divine. Je ne crois ni au droit divin, ni à la souveraineté populaire, dit François Guizot. Ainsi, en restreignant les droits politiques à une certaine classe sociale, en attendant que les masses soient plus éduquées, la droite orléaniste élabore une conception élitiste du pouvoir. C'est-à-dire une conception qui réserve l'exercice du pouvoir politique à ceux qui le méritent.
Or, comme le souligne à juste titre l'historien Michel Winocq, il ne s'agit pas d'une classe sociale fermée, contrairement à la noblesse, mais bien d'une classe que tout le monde peut rejoindre, en théorie du moins, par le travail et l'enrichissement, des conditions pour devenir un citoyen responsable et éclairé. Nous en arrivons donc à 1830. La chute de Charles X est marquée par l'avènement de cette nouvelle droite, et politiquement le régime est libéralisé. Les libertés publiques, à l'image de la liberté religieuse et la liberté de la presse, sont garanties. Le roi conserve son pouvoir exécutif mais doit désormais partager le pouvoir législatif avec la Chambre des Pairs et la Chambre des députés, qui sont toutes deux élues au suffrage censitaire, c'est-à-dire par les individus qui s'acquittent d'un impôt pour pouvoir voter, le cens électoral. En définitive, l'orléanisme est surtout un symbole. Une droite qui a soutenu un roi plus enclin à accepter 1789 plutôt qu'un contre-révolutionnaire, c'est-à-dire une droite qui est prête à faire certaines concessions à la modernité. C'est pourquoi le maître mot de cette deuxième droite est bien le libéralisme, qui se confond donc dans le progrès des droits individuels, mais également dans le progrès du marché. L'émergence de ce que l'on appellera la France des notables sous la monarchie de Juillet, mais également de la bourgeoisie financière, de la bourgeoisie d'affaires, sont des conséquences directes de cette idéologie libérale. Je conclurai avec les phrases de Michel Winocq, qui disait que ce libéralisme de la droite orléaniste présentait plusieurs tendances, dont deux majeures, qui vont de, je cite, l'intellectualité des doctrinaires à l'utilitarisme bourgeois. C'est-à-dire qu'il y a dans cette droite orléaniste aussi bien, d'une part, une tendance opportuniste qui souhaitait bénéficier du nouveau régime de la bourgeoisie et garantir le monopole du pouvoir politique à cette nouvelle classe sociale, qu'une tendance, d'autre part, beaucoup plus intellectuelle, désirant avant tout trouver un simple juste milieu entre les ultra-royalistes à droite et les révolutionnaires ou les républicains à gauche, et François Guizot fut celui qui incarna le mieux ce consensus. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur la dernière droite en analysant les ressorts idéologiques du bonapartisme à l'aube de la Deuxième République et du Second Empire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, c'est bon pour le référencement. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou lire mes articles sur politophile.com.